Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, bah écoute, ça va et toi? Bah ouais, on t'avait laissé, tu devais faire une compétition, alors tout le monde est accroché pour savoir ce qui s'est passé. Moi j'ai suivi ça de près, donc je vais pas spoiler, Ouais. mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as battu tous tes Ben, records? non, j'ai pas battu tous mes records, mais c'était pas si mal. J'ai battu mon record au squat, que je n'avais pas battu depuis 2019, donc je suis assez content, et je l'ai battu T'as avec... fait combien? j'ai fait 262,5, et mon ancien record, c'était 260. Donc ça paraît pas grand-chose, tu vois, mais elle est montée avec un petit peu de marge, tu vois, il y avait peut-être 65 ou 67. Donc c'est de bon augure pour la suite et par rapport à ce qu'on a mis en place. Donc ça c'est plutôt bien. Au bench par contre, bah tu sais, je t'avais dit je m'étais un petit peu fait mal au pec, donc ça avait été compliqué les 3 dernières semaines de prépa. J'ai fait que 182,5 alors que mon record c'est 190. Donc là je perds un peu de points. Et au soulevé de terre j'ai tenté 302,5 avec mon record à 300 et j'ai raté. Donc du coup je reste sur 290. Après, c'est le jeu des choix de barre. Quand ça passe, tu bats ton record, et quand ça passe pas, bah tu retombes plus bas, quoi. Bon, et t'es quand même satisfait au final? Bah, je suis bien content d'avoir battu mon record au squat parce que bah c'est surtout tu sais que ça faisait 3 ans et demi, 4 ans que j'avais pas battu de record au squat. Donc Ah putain, 4 ans! Ah putain, ça faisait long. ouais, t'imagines 4 ans à faire du squat entre 3 et 4 fois par semaine sans battre de record. T'imagines c'est long, hein. Ouais, bah, tu sais, bah, on discutait là juste avant de prendre l'antenne. Donc avec des sportifs de haut niveau et de leur entraînement en muscu. Et donc moi, bah, j'ai navigué dans pas mal de sports de haut niveau par intérêt pour voir comment ça se passait tout ça. Et t'as des sportifs de haut niveau, ça fait 10 ans qu'ils font les mêmes barres en muscu et ils s'entraînent toujours 3 fois par semaine à se crever tout ça pour faire les mêmes barres chaque année. Et donc moi à chaque fois je leur Bah, dis mais ça a pas de sens, c'est pas ton activité principale, t'as rien à gagner, pourquoi tu fais ça? Ils disent bon on suit les programmes fédéraux, mais et là toi c'est ton sport donc c'est quand même différent, c'est quand même ton activité. Mais c'est vrai que hmm. ouais, bah, ça fait Après, un record, c'est déjà ça. si on, non, mais tu vois, si on le transpose à d'autres sports, tu vois, par exemple, je sais pas moi, l'athlétisme, un mec comme Usain Bolt, bon, ben, un jour, il a battu son record et après, il l'a plus jamais battu, tu vois. Et il a continué de courir et de gagner des titres sans jamais battre son record. Et ça, en athlétisme, par exemple, bah, c'est monnaie courante. T'as des mecs qui peuvent être des années sans battre de record ou être sur le déclin et plus jamais battre leur ancien record parce que tu peux te blesser, parce que des fois, rien que pour refaire ce que tu as déjà fait, ça nécessite d'avoir un pic de forme, etc., etc. Donc c'est pas toujours évident. Et puis bah c'est tellement de l'hyper spécialisation que euh, il faut mettre un certain nombre de choses en place pour y arriver quoi. Mais là, bon, j'ai de bons espoirs quand même vu comme c'était à 262 de faire un peu plus, peut-être faire 267 ou 270 au France, on verra. Et ton pec là ça va mieux depuis? Ouais, le pec, ça va mieux. Là, avec Simon là de Training Therapy, on a mis des trucs en place. Bon, ça fait pas trop longtemps là, ça fait 3 semaines. Du coup, ça a l'air de bien porter ses fruits. On va voir. Après, bon, c'est toujours pareil. Au début, tout va bien, et puis après, tu vois.
tu vois comment ça évolue et si c'est efficace ou pas efficace, etc., etc. Mais j'ai de bons espoirs là-dessus. C'est vrai que les pecs, ça fait 2 fois que 3 semaines, 4 semaines avant la compète, j'ai une petite tension qui apparaît au niveau du grand pec. C'est dû à l'hyperfréquence et tout ça. Donc ouais, l'idée c'est que ça apparaisse plus et que je puisse encaisser le gros volume d'entraînement développé couché sans avoir de soucis qui apparaissent quoi. Bah ouais, parce que là, t'es loin de ton record. Et puis bon, on se disait tous que t'allais faire 200. Et donc, Ouais, j'aimerais peut-être que bien. les 200 vont pas voir le jour finalement. Bah, Malheureusement. Matt Gribouille, il arrête pas de me dire monte en 105, il était sûr de faire 200. Ah oui, Mais bah bon, mais ça, c'est sûr. Mais bon, le but, c'est d'être un bon, athlète quand même. ouais, c'est ça, c'est d'être un athlète et de pouvoir marcher 200 mètres sans être essoufflé. Non, mais je pense que 293, c'est jouable. Si j'ai pas tous ces petits soucis, tu sais, le squat, ce qui m'empêchait de performer et de battre mon record depuis 2019, c'est parce qu'à chaque fois que j'arrivais sur justement mes meilleures barres, j'avais ma douleur à la hanche qui réapparaissait. Et en fait, en mettant en place un gros travail de réhab autour de la hanche, là, ça m'a permis de débloquer le compteur en fait, parce que j'ai pas été limité par cette blessure. Et ce qui me limitait, bah, c'était cette blessure et cette douleur. Là, au niveau du bench, c'est un petit peu la même chose depuis un certain temps. Ce qui me limite à chaque fois, quand j'arrive sur mes meilleures barres, c'est cette douleur au pec qui apparaît. Donc, en suivant la même stratégie, en mettant en place ce qu'il faut en termes de prévention et de renforcement. L'idée, c'est que ça me gêne plus et que je puisse à nouveau débloquer le compteur sur le développé couché. Alors bah c'est chiant, c'est des trucs à faire en plus, etc., etc. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et puis bah c'est un petit peu le lot du haut niveau quoi. T'es obligé de mettre plein de choses en place pour avoir de petits résultats. Les fameux 5% dont on parlait la dernière fois. Non, mais c'est sûr que moi, c'est ce que j'avais remarqué, ce qu'on dit dans les podcasts, c'est que plus tu progresses, plus ton niveau est élevé et plus tu dois faire de choses à côté pour continuer à progresser. C'est que l'investissement est pas Mm. proportionnel à ta progression. C'est comme si c'était exponentiel, quoi. Faut investir de plus en plus pour gratter de moins en moins. Exactement, c'est exactement ça. Et voire même t'investir de plus en plus pour ne pas régresser, arriver à un certain moment. Alors j'en suis pas à ce niveau-là, mais c'est une réalité qui arrive aussi. Mais après tout dépend de quel est le niveau d'investissement que tu es prêt à avoir. Et après ça c'est propre à chacun parce que je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient pas prêts à passer des heures et des heures à s'entraîner d'une part et se prévenir des blessures d'autre part, plus bah, tout ce qui est la récup, bien dormir, bien manger, etc., etc. quoi. Je voulais revenir avec toi sur le souffle. Tu sais, il y a quelques temps, on avait parlé peut-être que tu ferais des exercices de souffle. Est-ce que tu as pu attaquer ou pas encore? Ouais, non, toujours pas. Mais parce que Sean, il a plus enfin, quand j'en ai discuté avec lui la dernière fois, il avait plus les. Les Brief Better, il en a plus en stock? Ouais. Non, il en avait plus en stock. Et j'ai pas encore acheté la formation, mais c'est toujours d'actualité. Tu sais que hier, j'étais en train de faire un truc et je me suis dit putain, Rudy, il va me poser la question. Je vais lui dire que j'ai pas attaqué, je vais passer pour un clown. En fait, je pose la question parce que moi, j'ai repris justement là au kayak. D'accord? Je sentais que j'étais un peu limité des fois en termes de souffle, même comme je courais. Et donc là, ça fait 5 séances que j'ai repris. Donc je fais un petit protocole à moi assez intensif, mais je le fais juste avant d'aller courir. Et, euh, D'accord. et j'ai remarqué que comme ça échauffait énormément les muscles inspiratoires et expiratoires, et j'avais accéléré d'un coup quoi. Et pourtant, j'avais pas l'impression que c'était ce qui me limitait en courant. J'avais pas l'impression d'être si essoufflé que ça ou voilà, ça allait, Mhm. même si je fais du fractionné. Et là, en faisant ça avant, là, ça fait 4 fois de suite. Vraiment, ça m'a débloqué un bon kilomètre-heure. Et c'est pour ça que je t'en parle. Et là, pareil au kayak. Donc, comme j'en fais, j'ai progressé en termes de souffle et je vois que je suis beaucoup moins essoufflé. C'est beaucoup moins, ouais, comme si Mais ça échauffait bien les muscles inspirateurs. de toute façon, quand Sean il t'avait testé, c'était le souffle, toi, qui était un peu Ouais, ouais. problématique. En fait, Les capacités. ouais, c'était dès que j'accélérais, j'étais vraiment à fond. J'arrivais Hmm, plus à inspirer suffisamment d'air, alors que jusqu'à une certaine fréquence, ça allait. Et hmm, là, j'ai repris, donc je me suis dit, bah, tiens, je sens que ça me limite un peu, que ça me limite. Donc j'étais essoufflé, j'étais un peu comme comprimé, tu sais, dans ma cage thoracique, quoi. J'ai dit, bah tiens, hmm. je vais en refaire. Et vraiment, ça débloque. Et donc je cherche des cobayes. Il faudra des cobayes près de moi pour tester avec eux. Mais en échauffement, j'ai l'impression que ça fait vraiment quelque chose. Et l'idée m'est venue parce que les gars à l'UFC, donc en MMA, j'en vois pas mal qui font ça à l'échauffement en fait avec le brief better justement parce que ils partagent ça Pour un peu gagner sur de l'espace.
Ouais, pour bien échauffer avant, parce que les mecs, ils sont sous tension, ils ont le stress, tout ça. Bah oui. Et vraiment, bah là, pour l'instant, c'est assez, c'est pas Bah, de toute incroyable parce façon, que je vais pas si vite, mais c'est assez dans intéressant. les, dans les sports de combat, tu vois, moi je me souviens quand je faisais du judo, au début, je m'échauffais pas beaucoup, tu vois. Quand j'étais vraiment gamin, tu vois, je venais d'un petit club et on n'avait pas un gros échauffement parce que notre coach il disait faut pas trop vous fatiguer et tout. Et en fait, je voyais les mecs qui étaient un peu meilleurs, qui se mettaient la race à l'échauffement avant les compètes, mais vraiment, tu vois, ils allaient très haut en intensité. Euh, et après, bon, moi, j'ai évolué un peu à un meilleur niveau avec des gens meilleurs. Et en fait, c'est ça qui ressortait, c'est faut que tu arrives sur le tapis, tu vois, au moment de ton combat, faut que tu sois déjà à fond dans le sympathique, quoi, tu vois, au niveau de ton système nerveux. Donc avec le cardio qui est déjà quand même bien haut, mine de rien, déjà un petit peu en train de transpirer, en étant vraiment prêt physiquement. Et je pense qu'au niveau respiratoire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'effort, il est tellement violent sur des sports de combat type MMA et tout, que faut que tu sois prêt tout de suite à monter dans les tours et pas que tu te retrouves à avoir une première minute où ça va et après tu as une dette de ouf et que tu n'arrives pas à rattraper et que tu bluffes pendant tout le combat, quoi. Mais non, mais tu vois, bah, pareil, je regardais plein de vidéos sur l'endurance là de Véronique Billa que j'ai partagé la semaine dernière sur Leadercast, et elle montre bien bah, les facteurs limitants entre guillemets de la VO2 max. Et donc elle montrait bah, ce qu'on sait, le système cardiovasculaire. T'as tes Mhm. transporteurs, donc tout ce qui est hémoglobine, tout ce qu'on savait aussi, tout ce qui est mitochondrie capillaire au niveau local, et elle disait votre capacité à inspirer suffisamment d'air et expulser suffisamment de CO2. Et donc ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on travaille jamais, et j'ai l'impression que ça fait quand même quelque chose de le bosser en tout cas. Donc, euh, D'accord. donc Alors on va après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a une implication directe sur tout ce qui est cardiovasculaire parce que bien bah sûr. toi, t'as besoin de plus d'espace pour mieux respirer en fait et prendre plus d'air et expirer plus de CO2. Après, sur la force, nous, on est plutôt à essayer de enfin, on n'a pas la même utilisation des muscles respiratoires, Ah ouais, c'est-à-dire que c'est nous, pour ça que je te demandais si tu avais testé ou pas encore. voilà, nous, on cherche pas forcément à gagner de l'espace parce que gagner de l'espace, ça nous aiderait pas forcément. On cherche au contraire à avoir plus de rigidité et presque pour avoir plus de rigidité, il faut avoir un peu moins d'espace ou alors des muscles qui sont beaucoup plus forts pour en termes, enfin, c'est pas les mêmes types de contractions en fait. Donc c'est pour ça où je suis curieux en fait de savoir si parce que l'implication sur tout ce qui est cardiovasculaire, elle est nette, directe et indiscutable. Mais après, sur tout ce qui est sport de force, je suis pas sûr et c'est une vraie question en fait que je me pose. Ouais, bah c'est pour ça que moi aussi j'étais intéressé de savoir où tu en Et ouais, étais pour savoir, parce que c'est je vrai qu'il y a très peu de personnes qui finalement testent ou sont aussi impliquées que tu peux l'être dans tout ce qui est Hmm. prévention, entraînement de power et tout, du moins de ce qu'on voit. Et pareil, qui sont aussi impliqués que moi dans mon entraînement là pour le kayak, pour voir plein de trucs à côté, pour essayer de progresser. Donc c'est toujours difficile. Tu sais, c'est comme quand il y a les études, ils disent ah voilà la conclusion, et puis tu regardes l'étude est complètement bidon parce que Ah bah oui. finalement il n'y a pas grand monde qui s'entraîne vraiment. Là, j'ai vu une étude là il y a pas très longtemps et tout sur le soulevé de terre. Bon, un truc voilà. Et tu regardes le groupe test, c'est des gens qui avaient un max à 120 kilos, tu Au soulevé de terre? vois. Ouais. Ah merde. Donc alors forcément, tu te dis, bah, la conclusion, elle est bidon, parce que si le mec, il a un max à 120 kilos, c'est que du soulevé de terre, il en a fait 3 fois dans sa vie. Ouais, Donc, en fait, ouais, il en a peut-être jamais fait. ouais, ou peut-être même jamais fait. Moi, je me souviens de types qui étaient vraiment nerveux. Des fois, ils faisaient 180, 190 en première barre. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais, un mec qui a fait un peu de sport, un peu de muscu et tout. Moi, j'ai vu des lanceurs de marteau faire 250 la première fois qu'ils font du soulevé de terre. Alors, c'est des mecs qui faisaient déjà de la muscu, ils faisaient déjà des trucs, tu vois, depuis longtemps, ils lançaient le marteau, enfin, ils étaient solides, tu vois. Mais première fois qu'ils font un max, 250. Bon, ben, donc c'est pour ça, tu lis une étude, tu te dis ah putain ouais il y a des trucs intéressants et tout, tu sais sur les risques au niveau flexion lombaire et tout blabla. Et en fait tu regardes le groupe test 120 kilos, bah, tu te dis bon ok bah, c'est bidon, hop celle-là ça sert à rien. Parce que ouais et le problème c'est que t'en as trop des études comme ça, donc c'est sûr qu'avec des mecs qui sont vraiment entraînés, qui s'entraînent depuis longtemps et tout, tu peux vite les voir les effets. Alors après il peut y avoir du placebo aussi, hein, mais tu peux vite voir les effets et les implications. J'avais noté aussi un sujet dont je voulais parler avec toi, c'est l'haltéro dans la préparation physique. Tu vois, j'en parlais aussi à midi avec un copain qui est en équipe de France de kayak. Et il me pose la question, il me dit ouais, qu'est-ce que tu penses de l'haltéro? Parce que moi j'ai l'impression que quand je fais de l'haltéro, comme techniquement on est mauvais comme tout, mais en fait on se fait plus de mal que de bien et ça a pas trop de sens. Toi, je sais que bah, tu es un peu impliqué aussi dans d'autres sports, tu fais pas que la muscu, que le power.
T'as un avis sur le sujet? Ben, en fait, l'haltéro dans la préparation physique, alors ça dépend pourquoi, tu vois. Pour des sports un peu dynamiques, bah, tu vois, on parlait de lancer de marteau tout à l'heure, tu vois, par exemple, tu sais, où tu as de la force-vitesse, des choses comme ça, donc tout ce qui est lancé, ou même des trucs où il y a besoin de détente sèche ou de vitesse ou de choses comme ça, c'est très intéressant, mais c'est effectivement intéressant si le bagage technique, il est acquis. Et c'est bien, tu vois, quand les mecs, ils ont fait de l'haltéro depuis très jeune et que du coup, ils ont été un peu éduqués à bien la faire et tout, là, c'est un très bon outil. Par contre, effectivement, le ratio entre, si tu as un athlète, par exemple, qui n'a jamais fait d'haltéro et à qui tu veux mettre de l'haltéro, le ratio entre le temps que tu vas mettre à lui apprendre l'haltérophilie et le temps qu'il va mettre à le rentabiliser, des fois, ça va être 1 an, 2 ans, parce que tu veux lui faire que de la technique au début, etc. Et en fait, ça va pas lui servir à grand-chose. Contrairement au travail respiratoire, par exemple, qui est assez facile d'accès, et tu vas le rentabiliser tout de suite. Ou si tu mets de la zone 2 dans ton entraînement, c'est très facile, tu vas le rentabiliser tout de suite. Donc, je pense que l'haltéro, ça peut potentiellement être un très bon outil si t'as quand même un petit peu les bases ou que il y a quelqu'un qui est en mesure de très bien t'apprendre les bases. Mais si ton entraîneur de basket, par exemple, il a jamais trop fait d'haltéro et qui dit prend une barre et fait un arraché, oui, ça va être un massacre. Mais, non, mais moi, c'est ce que je remarque aussi, c'est que souvent, t'attaques l'haltéro, bah voilà, un peu tardivement. Donc déjà, bah t'as Mm. plein de problèmes de mobilité, et puis tu t'y mets, et puis en fait, bah moi je vois, bah dans plein de sports, tu dois le voir aussi, on voit des trucs sur Instagram, des trucs affreux, tu vois de l'épaulé, c'est pas de l'épaulé quoi, c'est, je sais pas, Ouais, c'est du bourrin, ouais, c'est de la danse quoi, tu vois, c'est un truc qui sert à hein. rien, entre guillemets, parce que la danse ça peut être Après, utile. tu vois, on parlait de BMX tout à l'heure, par exemple, il y a beaucoup de, tu vois, c'est un sport où ils ont la culture de ça, par exemple, et dès très jeunes, en pôle et tout, ils apprennent à faire un petit peu d'haltéro et tout. Alors avec un objectif, mettre de la hauteur et de la vitesse, tu vas pas forcément avoir une technique incroyable, mais mettre de la hauteur, mettre de la vitesse, parce que c'est ce qu'ils recherchent en termes de transfert. Mais dès assez jeunes, ils apprennent à en faire. Donc si tu veux, après, c'est des athlètes qui savent bien en faire et qui savent bien le pratiquer, et du coup, c'est rentable. Par contre, effectivement, si tu te mets à l'haltéro à 25 ans, dans un sport, je sais pas moi, après, c'est toujours pareil, il faut que tu aies aussi un transfert. Tu vois, dans le kayak, je suis pas sûr que ce soit forcément bénéfique, par exemple, parce que l'aspect force-vitesse, il est quand même... et puis, tu sais, utilisation des membres inférieurs. Je sais pas à quel point vous utilisez les membres inférieurs en kayak, mais pas beaucoup, je pense. Ouais, Donc, tu ouais, vois, bah il y a toujours un peu, mais moi je pense que, c'est pour ça que je te demande ton avis, je pense que la pliométrie ou le travail justement de contraste ou même l'iso-inertiel a plus d'intérêt que ouais. d'apprendre l'haltéro. Sur un sport comme le kayak, Et oui. voilà. Après, tu vois, sur un sport, sur des sports vraiment où tu as besoin d'un gros transfert force-vitesse, pour les lanceurs, par exemple, typiquement, marteau, Ouais, javelot, ouais, où t'as le haut et le bas qui doivent vraiment aller très très vite. voilà. Là, par exemple, tu me dis un lanceur de poids, un lanceur de marteau, j'ai envie de te dire, c'est incontournable de faire de l'haltérophilie. Est-ce que Et t'as déjà, d'ailleurs, est-ce que t'as déjà ils sont tous testé très forts. l'iso-inertiel? Non, jamais. Ouais, ben, Jamais. je sais pas du tout. Moi, je suis en train de m'y intéresser de près. Là, je vais faire un podcast pour les secrets du kayak exprès là-dessus, parce qu'il y a Gaël de Setup Performance qui a sorti sa machine d'iso inertiel, et donc j'ai plein de questions à lui poser. Il a testé toutes les machines sur le marché. Et donc moi, j'en ai acheté une petite là, Hmm. que d'ailleurs je vais revendre pour en acheter une beaucoup plus chère, parce que je vais faire des tests vraiment un peu plus importants sur plein d'athlètes. Et je pense que celle Hmm. que j'ai est plus réservée à un particulier ou juste à une personne. Sinon, je pense pas que ce soit assez solide pour entraîner plein de personnes. Bref. Et donc, bah, c'est hyper intéressant si t'as jamais testé, parce qu'en fait, plus tu tires, plus ça te ramène, plus t'as une excentrique importante, et après, Ouais. Et donc puis, ça accumule ta force entre guillemets, et tu veux tirer le plus vite que tu peux, ou pousser le plus que tu peux, et en fait, ça c'est hyper dur. T'essayes d'aller vite, mais tu peux pas. Et j'ai l'impression que t'as un peu les avantages de la pliométrie sans les inconvénients, à savoir avec sans le les choc, quoi. chocs. Ouais, Et je vois. Je sais que Fred Kos, il en a une et qu'il l'utilise pas Ouais, mal. lui, J'aime bien. il a une K-Box. Là, moi, je suis en train d'essayer d'acheter un truc où tu peux justement régler un peu la courbe de force, parce que des fois, sur K-Box, et donc sur d'autres marques, il n'y a pas que K-Box, il y a des trous dans la résistance, en fait. Et Ah, ok. pour bien en bénéficier, il faut vraiment que ce soit très fluide. Et Ouais, donc, qu'il n'y ait pas de trou, justement. ouais, qu'il n'y ait pas de trou pour justement que tu aies vraiment ce truc sur tout le long. Et c'est vrai que c'est assez Hmm. surprenant au début. Et donc, j'en ai fait un petit peu là-bas. Ça fait quelques séances quand même que j'en fais, peut-être 2 mois. Et c'est vrai que tu as un gain en termes de vitesse qui est assez rapide quoi. Vraiment, tu fais du rowing à un bras avec assis.
ensuite, tu Mhm. sens que au bout de 2-3 séances, ça t'es vachement plus rapide, quoi. Ouais, qu'au niveau de la capacité de contraction, c'est meilleur. Ouais, ouais, tu vas beaucoup plus vite. Et ça m'a rappelé un peu les écrits de Simons, tu sais, qui lui faisait faire des séances un Mhm. peu force-vitesse avec des élastiques, tout ça. Oui, il faisait J'ai beaucoup l'impression de que force. c'est pas très populaire en France dans le Power C. Bah, en fait, si tu veux, ce que faisait Simons, c'était bien pour l'équiper, mais pour le sans matériel, c'est moins bien, dans la mesure où le travail de force-vitesse que mettait en place Louis Simons, il était intéressant parce que tu avais énormément de résistance au point, entre guillemets, facile du mouvement et très peu de résistance au point difficile de mouvement, ce qui correspondait à peu près aux courbes de difficulté que tu avais quand tu utilisais le matériel. Tu vois, quand tu faisais un développé couché, c'était plus facile en bas parce que la combinaison t'aidait énormément et un petit peu plus dur au verrouillage parce qu'il y avait plus l'aide de la combinaison. Et pareil pour le squat avec les bandes de genoux et la combi, etc. Et du coup, le fait d'avoir un gros travail de force-vitesse avec des élastiques ou des chaînes, etc., bah, ça reproduisait un petit peu la même courbe de résistance. Et du coup, c'était intéressant. Le problème, c'est que sans matériel, ça a peu d'intérêt parce que tu es avec une charge très très légère au moment où tu dois mettre le plus de tension vu que t'as pas l'aide du matériel et en fait tu te retrouves à avoir beaucoup de vitesse sur les passages de points critiques alors que en fait dans la réalité t'as pas autant de vitesse sur les passages de points critiques et ça te fait pas réellement travailler sur ton point critique, tu vois. Donc ce type de travail, alors il a sans doute des bénéfices potentiels, hein, mais tu t'éloignes tellement du spécifique, du raw, que il y a très très peu de gens qui le font et mine de rien, je pense que le meilleur juge de l'efficacité d'une méthode, c'est le terrain. Et si tu regardes le terrain tu prends les 200 meilleurs athlètes sans matériel, je pense que tu n'en as aucun qui s'entraîne avec les principes de Louis Simons ou alors s'ils mettent un élastique, c'est pas pour faire un 8x2 à 50% en Ouais, split ouais. bench. Et est-ce que si tu n'utilises pas donc d'élastique pour faire la force-vitesse, est-ce que t'en vois quand même qui font du travail un peu de force-vitesse? Peut-être de manière modifiée, peut-être tu vois vraiment, parce que bon, tes mouvements sont à la claque, mais on pourrait imaginer avec une longue pause en bas et essayer d'exploser de manière légère. Est-ce que c'est des choses qui se travaillent ou pas en power? Ouais, pas énormément parce qu'encore une fois, tu t'écartes un peu du spécifique. Et le truc, c'est que quand il y a très lourd, tu vois, souvent quand tu veux mettre trop de vitesse sur un squat ou sur un développé couché ou un soulevé de terre au démarrage et tout, euh, il faut pas mettre plus de vitesse que ce que tu peux contrôler en termes de rigidité et de vitesse. D'accord? C'est-à-dire que si tu mets énormément de vitesse, mais que cette vitesse, ton corps, il est pas capable de l'encaisser, eh ben, tu vas avoir des déperditions et toute la vitesse que tu auras mise, en fait, elle va jouer contre toi. Ouais, ouais, Et elle va jouer tu perds avec techniquement, tu veux dire, tu te désunis, quoi. voilà, tu te désunis, tu perds en rigidité. Donc, par exemple, au développé couché, ça serait les coudes qui fuiraient un petit peu sous la barre et du coup, tu aurais une trajectoire pourrie et la barre qui sort de son couloir. Et donc, en fait, toute la vitesse que tu as mise, bah, tu l'as mise contre toi. Donc la vitesse c'est très bien, mais jamais plus que ce que tu peux contrôler, tu vois. Mes athlètes, je leur parle souvent de l'ancienne pub pour les pneus Goodrich, tu vois, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Eh ben, c'était le slogan de la pub. Eh ben, c'est un petit peu pareil, tu vois. Si t'es pas capable de maîtriser une vitesse, eh ben, ça sert à rien de la mettre parce qu'en fait, elle va jouer contre toi, cette vitesse. Et c'est aussi pour ça que ce travail d'hyper vitesse, il est assez peu transférable. En force athlétique, du moins, parce que c'est très spécifique. Après, dans un cadre préparation physique, PPG, tu vois, je pense que le travail de Louis Simons avec les élastiques, les chaînes et tout, il est très, très pertinent. Et pour le coup, peut-être un peu plus facile d'accès que de l'haltérophilie. Et du coup, ça a un vrai intérêt. En ce sens, c'est tombé aussi en désuétude, tout ce qui était slingshot et semi-maillot apparenté. Pour ceux qui n'ont pas connu, le slingshot, c'était Ouais, une sorte de bande élastique qu'on mettait, donc c'était des ouais. manchons, on mettait, et quand on descendait, et ben en fait, ça mimait un peu le mouvement du maillot. Le maillot, ouais. Ça protégeait un peu les épaules Bah, parce qu'en bas, il y avait moins de charge et ça aidait vachement sur le haut du mouvement. Moi, je me souviens, bah, à mon niveau, hein, ça m'avait pas mal aidé pour renforcer mes triceps, entre guillemets, quand j'avais fait ouais. 175. Je Mais pense que ça peut ça j'en peux avoir un plus. intérêt. De travailler en supramax comme ça. Alors après, avec un slingshot qui est pas trop fort, c'est-à-dire que faut pas que tu aies une assistance trop au-delà de 5 à 10% selon moi. Sinon, après, tu sors trop du spécifique et ça va dégrader un petit peu tes patterns. Mais tu vois, par exemple, le squat avec le reverse band, c'est-à-dire des élastiques accrochés en haut de la cage qui t'aident un tout petit peu, ça peut être pertinent, mais encore une fois, pas sur des trop hauts pourcentages. C'est-à-dire que si tu mets des élastiques de 60 kilos de chaque côté, c'est pas pertinent.
Mais dans une certaine mesure, oui, mais ça, par contre, c'est utilisé un petit peu, tu vois, le reverse band, le slingshot un petit peu moins parce que ça perturbe ta trajectoire des coudes. Au bench, t'as pas tout à fait la même trajectoire des coudes, tu vois, et tu t'écartes du spécifique. Mais par contre, le reverse band, ça, il y a certains athlètes qui peuvent l'utiliser quand même. Ou Mais des élastiques de résistance, mais pas sur du travail force-vitesse. Vraiment sur du travail un peu lourd et en fait, c'est juste pour avoir une résistance variable et avoir la capacité à insister un peu plus dans ton mouvement. Ça, c'est utilisé, mais pas trop sur les principes de Louis Simons. tu parles pas mal de spécificité, là. Alors je te pousse dessus. À part là, si on prend l'exemple du coucher ou du squat, c'est quoi les meilleurs exercices d'assistance alors? Oh, c'est ceux qui fonctionnent pour toi, Rudy. Non, mais tu vois, Non, tu dis spécificité, et donc je me dis, ouais, bah, finalement, c'est parce que assez. tu sais, avant on disait, tu fais, je te reviens d'une époque lointaine où tu n'avais pas encore de force, mais où je me souviens Mathieu Pinjot, qui était un des meilleurs Français à l'époque, bah, lui il disait pour les triceps, moi ce qui se transfère bien, c'est de faire du barre au front, tu vois. Aujourd'hui, on se dirait, mais attends, il y a beaucoup mieux à faire que ça, ou ça pouvait être, allez, plus spécifique, du coucher serré. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut être encore plus spécifique que ça. C'est quoi Ouais, eh ben, la tu logique sais que aujourd'hui? déjà avec du coucher serré, pour beaucoup, tu es trop loin du spécifique. Ou alors, il y en a beaucoup, ils vont faire leur coucher serré, mais resserré de 3 ou 4 doigts, pas plus. Ah ouais, donc Tu vois, c'est pas du vraiment du c'est pas du serré au sens où on c'est l'entend. pas vraiment du serré au sens où toi et moi, on peut l'entendre et comme on l'a appris avec en gros la largeur épaule, quoi. Voilà. Donc après, malgré tout, bon, je suis pas un fanat du spécifique. Alors enfin, si, mais ça dépend pour qui, quand et à quel point, tu vois. Un athlète qui a déjà une bonne base de force, qui a déjà un bon niveau, qui a déjà construit une bonne masse musculaire et qui a une bonne base de musculation en amont, je vais être enclin à lui faire plutôt du spécifique. Donc, ça va être du développé couché compétition ou alors du développé couché avec une claque longue de 3 secondes ou peut-être un peu de spoto press pour travailler la trajectoire, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que tu peux Alors, expliquer ce que c'est du spoto press? alors le spoto press, en fait, c'est un développé couché où vous touchez pas la poitrine, vous venez faire la pause à peu près à 2 centimètres de la poitrine et vous repartez sans aller chercher la poitrine. Et en fait, c'est un très bon éducatif pour garder de la tension dans votre mouvement et travailler votre trajectoire. En général, les personnes qui ont des difficultés au démarrage du mouvement en termes de stabilité ou en termes de trajectoire, j'aime bien leur mettre du développé couché avec une claque longue et à un autre moment de la semaine du spoto. En général, c'est un combo qui marche pas trop mal sur les personnes qui ont des défauts de stabilité ou de trajectoire en bas du mouvement. Donc, Euh, donc ouais, on voit que c'est des mouvements quand même qui sont très 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 proches du voilà, mouvement du développé couché. de compétition parce que toi, tu es plutôt connu pour justement être en faveur de l'assistance, mais là, c'est de l'assistance L'assistance, voilà. très Mais très alors spécifique. après ça n'empêche pas, en parallèle de ça, d'avoir, par exemple, tu parlais du barre au front ou un triceps extension et d'avoir des exos d'isolation des triceps ou des exos d'isolation à côté. Après, là, on n'est pas tellement sur des variations, on est plutôt sur des exercices d'assistance. C'est-à-dire que nous, on va vraiment différencier les deux. Tu vois, par exemple, les variations, ça va être tout ce qui est développé couché quelque chose. Donc, développé couché serré, développé couché élastique, développé couché, comme tu disais, avec le slingshot, développé couché avec pause longue, développé couché tempo, etc. Ça, c'est les variations. Et par contre, les exercices d'assistance, ça va être les exotriceps, donc barre au front, haltère au front, poulie haute, etc. Ou alors les exos les exos de un petit peu de pec, donc ça va être du développé couché haltère ou du développé incliné haltère ou des dips ou ce genre de choses. Ça, c'est plutôt les exos d'assistance qu'il faut différencier des variations. Je te pose cette question parce que pareil, là, on parlait du West Side et dans le West Side, il aimait bien lui, justement varier les exercices, tu sais, limite à chaque séance. Et Alors, aujourd'hui, c'est tombé. Est-ce que c'est parce que c'était avec matériel ou est-ce que c'était c'est complètement tombé en désuétude et que les gars en fait étaient tellement dopés que Voilà, c'est ça. C'est pour deux raisons. C'est que les mecs de Westside, déjà d'une part, ils étaient gazés à bloc, donc forcément, ils avaient des charges qui étaient monstrueuses, un risque de blessure accru et un système nerveux qui pouvait prendre cher. Concret, parce que là, on parle de mecs quand même qui, avec le maillot, avec la combi, ils jouaient sur les amplitudes et tout, ils se retrouvaient avec des charges qui parfois, avec élastique et tout le temps du mouvement, ils pouvaient avoir 450 ou 500 kilos.
tu vois. Donc, l'impact sur ton système nerveux quand tu te retrouves rien qu'à stabiliser une charge comme celle-ci, il est énorme, tu vois, et tu peux effectivement te fatiguer ou te blesser facilement. Or, si tu fais du sans matériel et que tu restes naturel, jamais tu toucheras ce genre de charge, et donc l'impact sur ton corps, il est quand même limité. Et du coup, tu as besoin d'avoir quand même un peu plus de spécifique et moins de variété dans ton entraînement, parce que le problème de Westside, c'est qu'en fait, finalement, tu te désentraînes tout le temps, c'est-à-dire qu'un mouvement, tu le vois en gros une fois tous les 3 ou 4 semaines, et encore. Donc, tu peux jamais entraîner réellement un mouvement et tu es tout le temps dans la variation de la variation et le changement permanent de tout. Et ça marchait bien pour des mecs hyper dopés qui faisaient de l'équipé, mais en fait, le raw, quand t'es naturel, c'est tellement éloigné de ça que ça a peu de, enfin, il y a aucun athlète qui utilise en fait cette méthode. Ouais, non, mais je voulais rebondir dessus parce qu'en muscu, parfois, ça peut être recommandé par certains, mais c'est surtout des gars qui s'entraînent sur machine où il y a peu d'importance sur la synchronisation Ouais, intermusculaire, où tu es vraiment c'est sur un travail ça. très, très localisé. Et donc là, forcément, ça se conçoit facilement parce que dès que tu changes de machine, en fait, t'as pas tout un tu perds pas ton apprentissage moteur, on va dire. Tu le perds pas. C'est Et exactement ça. alors que C'est vraiment là, beaucoup. tu le perds vite, quoi. Sur du libre, tu fais pas Ah ton mouvement bah, pendant 10 jours, tu sens ah bah, que c'est pas le même mouvement, non, quoi. mais moi, si je fais pas de développé couché compétition, parce qu'en fait avec Westside, tu peux être 3 ou 4 semaines sans en faire, hein. Moi, si je fais pas de développé couché compétition pendant 4 semaines, tu me donnes une barre, je suis perdu, quoi, hein. Mais vraiment, même si j'ai fait du développé couché sous toutes ses formes pendant un certain temps, quoi. Après, c'est vraiment pas le même public et c'est en fait, faut presque le voir comme un autre sport. Et Westside Barbell, c'est très bien parce que ça a ouvert énormément d'horizons. Et puis, tu sais, sur l'aspect être un athlète avant tout, parce que ça, c'est quelque chose qui mettait en avant. Il y avait beaucoup de travail d'assistance, il y avait du travail cardiovasculaire, il en mettait sur les jours de récup pour faciliter la récup et tout. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Mais c'est un petit peu comme Marc Gouillot, tu vois. Il a ouvert plein de perspectives, il a dit plein de choses vraies, mais la méthode pure et dure en elle-même, elle est pleine de défauts, tu vois. Et Westside, c'est un petit peu la même chose selon moi, et c'est pas forcément enfin, c'est pas du tout adapté même pour quelqu'un qui s'entraîne sans matériel. D'ailleurs, ça va être l'anniversaire de la mort de Louis Simons Ah dans merde. quelques jours. Ouais, je crois Ah qu'il est merde, mort. déjà. Bah là, ça va faire un an là, Ah, fin mars. ça fait un an, ah, ça va, ça passe pas si vite. J'allais dire, putain, ça se trouve, ça fait déjà plusieurs années, ça va trop vite. Non, non, ça va faire un an là dans quelques jours, je crois. Ouais, moi, quand j'étais gamin, bah, je les ai encore, j'avais acheté tous ces DVD, Ah non, mais après, c'était donc une. c'était ça, c'était marrant à regarder, c'était vraiment filmé à l'arrache, c'est pas du tout comme maintenant, les belles Ouais, vidéos YouTube. ouais. C'est vraiment filmé avec une caméra, c'est tout pixelisé, Ah, mais c'est- moi, j'avais tout ça, j'avais poncé tout son contenu, j'avais poncé avec les vidéos de Werner Gunther et tout ça là, parce que ah ouais. c'était les premiers contenus que tu avais en fait. Et alors, je comprenais pas tout et tout. En plus, c'était en anglais, je comprenais pas l'anglais du tout à l'époque, mais ouais, il y avait plein de trucs super. Mais c'est quand même pas aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que justement, il y a plein de trous en fait sur la spécificité notamment. Et ouais, ça, il manque des choses. Et donc, toi, t'as eu le temps de tester les compètes avec matériel? Non, j'ai jamais fait de compète avec matos. J'ai jamais testé un maillot de développé couché. Ah, c'est vrai? Ah, Euh, putain, bah justement, c'était ma question, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en tester. J'ai connu jamais testé. les Inzer, comment ça s'appelait là? Non. Non, en fait, moi, Les phénomes, j'ai les phénomes qui faisaient vraiment hyper mal. T'as jamais testé? Putain, les trucs, ça te non, découpait. Franchement, t'étais limite en train de pleurer tellement ça te faisait mal. Après, il y a eu les Rajix de Inzer. T'as eu les Katana de le Titan, katana, ouais. le Fury aussi de Titan. Ah ouais, t'as pas testé tout ça. Putain, t'es arrivé juste après Non, alors. je suis arrivé. Bah, en fait, c'est pas que je suis arrivé juste après, c'est que je suis arrivé quand je suis arrivé dans un petit peu dans la muscu et que je me suis intéressé à la force et que j'ai commencé à m'entraîner type force. Ça existait, mais en fait, ça m'intéressait pas parce que bah, tu sais, j'avais le ce côté ouais, mais c'est pas eux qui poussent en fait, c'est pas eux qui forcent. Et vraiment, ça m'intéressait pas, mais pas du tout. Euh, je m'étais intéressé à l'haltéro et tout. Et en fait, bah, quand je suis rentré dans le club, c'est là où ils ont créé les minima sans matériel. Et à la base, j'étais rentré dans le club pour faire de l'haltéro parce que l'haltéro, bah, tu sais, pour moi, c'était la vraie force, tu vois, parce que tu n'avais pas le matériel. Et le fait qu'ils créent les compètes sans matériel, je me suis dit, bah non, Clément, tu vas faire des compètes de force, en fait. Et j'ai fait les France et j'ai commencé comme ça.
Mais s'ils n'avaient pas créé les catégories sans matériel, je pense que j'aurais jamais fait de compète de force, en fait. Eh ouais, ben moi c'est Parce pas, que, c'est pareil pour l'histoire. C'est que moi, quand je suis arrivé en salle, il y avait que les compètes avec matériel. Et donc, à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu, un maillot, ça coûtait 200 euros. Et donc, si t'étais dans un gros club, on te payait le matériel. Si t'avais des possibilités de faire une place au championnat de France, en gros, ou de faire le championnat de France. Et donc, moi, je me souviens, j'étais un peu contre tout ça. Et puis, on m'avait quand même fait essayer un maillot pour voir. Et je me souviens, c'était affreux, quoi. Vraiment, pour ceux qui n'ont vraiment pas connu, c'était des choses. Déjà, il fallait être plusieurs pour mettre le maillot. Il fallait mettre le maillot le plus petit possible en espérant qu'il craque pas sur la descente, parce que des fois, il pouvait vraiment craquer. tu peux faire Ouais, mal, hein. ouais, vraiment. Et donc, ça arrachait sous les bras. On était en sang. C'était affreux, affreux. Vraiment, Mais, c'était une tu autre vois, époque. Et pareil sur les combis. Donc, t'as jamais testé non plus les bandes de genoux et tous les trucs comme alors ça, genre? bande de genoux, j'ai déjà testé, mais des softs. Justement parce que je voulais essayer de faire un bloc de squat un peu supramax sur le principe de ce qu'on disait tout à l'heure sur le slingshot. Et j'avais testé un peu, et bon, j'avais pas aimé parce qu'en fait, encore une fois, on s'éloignait trop du spécifique et tu vas chercher des gros rebonds en bas et tout, et c'est pas bénéfique. Ah Mais ouais, non, après, mais tu vois, ouais, bien sûr, ce que c'était tu dis sur complètement le, différent. ah bah oui, mais tu vois ce que tu dis sur on avait besoin d'être trois pour le mettre, ça faisait mal, tu sais, t'as des contusions et tout, donc forcément le maillot, tu peux pas le mettre souvent. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, les mecs, ils pouvaient pas avoir une grosse fréquence sur les mouvements, parce qu'en fait, ils étaient tellement massacrés que le maillot, ils le mettaient une fois ou deux dans la semaine, c'est tout, ils faisaient du coucher 2 fois dans la semaine maximum, parce qu'ils étaient bousillés. Et le fait de passer sans matériel, bah, ça permet d'augmenter la fréquence. Tu peux t'entraîner tout seul parce qu'à l'époque, tu étais obligé de t'entraîner à Ah trois bien, ou bien quatre sûr. parce Et que il te fallait même, il y avait une sorte de course à qui aurait le meilleur metteur de bande, hein. Nous, dans les salles, donc ouais, à Tremblay, on s'entraînait tous à se mettre les bandes et tout, et c'était celui qui les mettait le plus serrés possible parce que, pareil, ouais, si tu c'est ça. connaissais pas, tu pouvais gagner 50, 60 kilos sur tes barres avec des bandes vraiment hyper. Alors, tu pouvais pas marcher avec. C'est Limite, ça. on te portait jusqu'au plateau, mais Et ensuite, tu pouvais rebondir et gagner 50, 60 kilos sur tes barres, hein. c'est ça. Et à l'inverse, si on laissait rétro et qu'il n'y avait pas assez lourd, tu pouvais pas descendre. Ah ouais, non, c'était impossible de descendre, c'était impossible. Mais quand tu réfléchis un peu, alors ça existe toujours si tu veux, mais d'ailleurs les World Games sont encore équipés, mais c'est Voilà, très ben, technique. j'allais te demander justement, tu avais des news là-dessus parce que moi, Ça va changer. voilà, Non, mais j'étais ça au va forcément changer. championnat d'Europe à Pilsen je sais plus quelle année là quand Fanny et Gilles avaient fait et je me souviens j'avais bouffé avec Gaston Parache qui est peut-être toujours président de la Fédé l'IPL, je sais pas si c'est toujours Ouais, c'est lui. toujours lui. Ouais, c'est toujours lui. Et donc on discutait du RAW, je dis bah quand est-ce que le RAW va être mis parce que moi j'avais fait justement la première saison de force en 2005 parce que ils avaient mis pour les juniors l'euro. En fait, quand tu étais junior, ils avaient enlevé le matériel et donc j'étais content, Hmm. j'avais fait. Et je lui disais, à l'époque, c'était peut-être 2012-2013 quand on était à Pilsen. Et je dis, quand est-ce que ça va arriver? Et donc ils étudiaient la question. Ils disaient, non, mais c'est sûr qu'il faut faire ça. Bon, ça a mis encore quelques années avant d'arriver. Mais c'est vrai qu'avant, tu n'avais pas le choix. Avant, donc entre les bandes, les maillots, parce que tu avais une combi de soulevé de terre, une combi de squat, alors tu pouvais mettre la même. Mais bon, souvent, c'était à fond, ça. Tu avais le nouveau maillot. En fait, tu étais tout de suite à 600 ou 700 balles de matos. Et il te fallait toujours du monde pour t'entraîner, quoi. Et c'était Non, mais ingérable, quoi. c'est C'était contraignant. un sport d'équipe, mais il y en avait qu'un seul qui passait, quoi. Et le truc, c'est que je pense que en termes de business pour les vendeurs de matériel, les sponsors et tout, c'est aussi pour ça qu'ils ont gardé longtemps le matériel, parce qu'ils se sont dit que personne n'allait payer pour du raw. Bah ouais, Et en fait, parce que les gars, Titan et Inzer donnaient un paquet de pognon. Ils bah oui, sponsorisaient toute forcément. la Fédé, quoi. Bah t'imagines à 700 balles l'équipement complet, sachant que tu le changes tous les 2 ans parce qu'un maillot c'est une durée de vie limitée, ça vaut le coup, hein. Mais là aujourd'hui c'est en train de changer un petit peu différemment parce que si tu veux, bah là va y avoir Sheffield ce week-end. Ah, c'est ce week-end. Ok, donc Ouais, ça, c'est ce c'est week-end. quoi? C'est une compète hors championnat? C'est une compète qui est organisée par SBD en fait, et c'est la compète où tu as les 24 meilleurs au monde, tu as les 12 meilleures femmes et les 12 meilleurs hommes, À sachant que l'indice? sur les 12 meilleures femmes, il y a 4 françaises. Mais Euh, à l'indice qu'ils disent les meilleurs? ouais, et alors en fait, ça va être une compète à l'indice, et tu vas être donc tu vas avoir il y aura une prime pour celui qui va gagner, mais dans ta caté, si tu veux, il y aura aussi des primes si tu bats des records. Ok. Parce que les records seront homologués et tout. Et genre, si tu bats le record du monde au total, tu as tant d'argent. Si tu bats le record de site, tu as tant d'argent. Et au total, donc il y a 24 athlètes. Et au total, il y a 420 000 euros de cash prize potentiel. Ah ouais, Ce qui, c'est énorme. pour du powerlifting, c'est monstrueux. Et potentiellement, si tu gagnes la compète et que tu bats les records et machin et trucs et bidules, un athlète peut prendre jusqu'à 46 000 euros ou 48 000, je sais pas. Ah ouais, ça vaut Ce le coup. qui, Ah, c'est pas mal. ah bah pour le powerlifting, enfin toi, tu es dans le milieu depuis longtemps, Ouais, ouais. t'as jamais eu des cash prizes comme ça en fait.
Ah non, non. Donc c'est une compète énorme. Et en plus, Sheffield, c'est un lieu mythique en Angleterre. Donc pour SB, c'est comme si c'était l'Olympia en France, quoi, quasiment. Ah, à ce point-là? Euh, ah ouais, c'est Ah un truc de ouais. fou. C'est là où il y a les championnats du monde de snooker tous les ans et tout. C'est un théâtre hyper connu. Enfin, c'est un truc incroyable. Et, euh, Et est-ce qu'il y a et des Français? vraiment, Parce que là, tu disais qu'il y avait des Françaises. Est-ce qu'il y a des non, Français? chez les hommes, il n'y a pas de Français. Il y Ah a merde. beaucoup d'Américains chez les hommes. Bah, il y a Pana qui aurait pu, mais bon, il a eu, tu sais, il a eu des soucis avec son cut et tout à la dernière compète. Et du coup, bon, il a pas pu valider total. Mais sinon, Pana, il aurait pu se qualifier. C'était le seul Français qui était vraiment en mesure de, parce qu'il fallait soit être champion du monde, soit avoir une wild card parce que tu avais un gros indice en gros dans les Ok. critères. Et donc voilà, donc il prenait les différents champions du monde. Et, euh, et ouais, ça va être vraiment bien, tu vois. Mais du coup, ça montre que les sponsors, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent quand même sur l'euro. Et je pense qu'à terme, les Jeux mondiaux, ils basculeront en sans matériel. De toute manière, c'est quasiment sûr. Après, la question, c'est quand, tu vois. Est-ce que ce sera pour 2025 ou est-ce que ce sera pour 2029? Je sais pas, mais je pense que ça basculera assurément parce que bah, c'est ce qui attire le plus de monde. Et là, faudra voir combien il y a de personnes sur le live à Sheffield. Mais à mon avis, ça va être un truc énorme, quoi. Ah, bah c'est vrai, parce que je me demandais quand ça allait passer, parce que je me disais, bon, c'était toujours le débat raw matériel, et puis là, il y avait toujours le matériel, et je me dis, mais donc il y en a qui continuaient le matériel, je pense, parce que ils étaient habitués à ça, et que c'était aussi une façon, entre guillemets, de continuer à faire du haut niveau, entre guillemets. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, c'est le Ouais, ça gros. va. Bah, de toute façon, ça va tourner un jour. Après, c'est aussi très politique parce que si tu veux, à l'IPF, dans les pays qui votent, tu sais, t'as énormément de pays de l'ancien bloc soviétique. Donc chaque pays a une voix. Et les pays les plus influents, tu vois, c'est des pays qui pratiquent, tu vois, comme l'Ukraine, la Russie, etc. C'est des pays qui pratiquent beaucoup le matériel et qui pratiquent plus le matériel que le sans matériel. Donc c'est aussi politique, c'est-à-dire que ces pays, tu vois, en France, il y a un énorme engouement pour le sans matos, aux États-Unis aussi et dans d'autres pays aussi, en Angleterre, etc. Mais dans des pays un petit peu plus de l'Est, c'est un petit peu moins le cas. Et c'est des pays qui votent aussi. Et donc après, c'est des manœuvres politiques, tout ça. Donc faudra voir comment ça évolue. Mais je pense qu'à terme, c'est forcément vers ça que ça va se tourner, parce que on va pas se mentir, des mecs qui arrivent avec les jambes toutes tendues, qui peuvent pas marcher et tout, le maillot de coucher où t'as les bras devant, tu ressembles à un âne. Enfin, c'est pas vendeur à la télé et c'est pour le grand public, c'est pas lisible et c'est pas, ça fait pas athlétique en fait. Alors que quand tu vois un mec qui arrive en marchant normalement sur le plateau, qui fait sa barre de squat et tout, enfin ça fait quand même, tu vois, c'est pas Robocop, donc ça a plus de gueule, on va dire, c'est plus vendable. Non, mais bien sûr, non, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Mon époque, moi, c'était les gars comme Scott Mendelson, Ryan Hmm. Kennedy, les mecs, ils mettaient des maillots ouverts dans le dos. Je sais plus, Ouais, c'est on ça. disait triple couche, et les mecs, ils gagnaient plus de 100 kilos. Pour Ah bah ça, oui, on oui. donne des Ah références bah, parce que les mecs gagnaient 100 kilos sur leur maxi avec un maillot. C'était un entraînement spécial Mendelssohn, pour le maillot. bah Mendelssohn, il a fait 500 kilos avec le matos et je pense qu'il a jamais fait 300 sans le matos, tu vois. Oh putain, tu te rends compte? Oh. Bah oui, oui, je me rends compte. C'est pour ça que l'entraînement Westside, il a rien à voir en fait. Et, C'est pas et, comparable, c'est pas le même sport. et donc là, chez Field, c'est la combien d'édition? C'est la première édition? C'est la première, parce qu'en fait, il devait y avoir la première édition en 2020, je crois, ou 2021, je sais plus. Ça a été annulé par tu sais quoi, et du coup, ça s'est été reporté, etc. Et là, ce sera la première édition là. Comment ça se passe les contrôles antidopage là-dedans? Je sais pas, mais Ouais, après, comme j'allais dire même dans le milieu de la force au niveau mondial, est-ce qu'il y a vraiment ah, des contrôles, tout si, si, ça? tout le temps. Bah moi, pour toutes les compétitions internationales auxquelles moi j'ai participé ou alors où j'ai coaché. Donc j'ai coaché sur une et moi j'en ai fait deux. J'ai toujours vu des contrôles antidopage. Ok. Donc voilà. Et de manière générale, sur les compétitions internationales, t'en as tout le temps, vraiment. Et même au championnat de France, moi j'en ai presque toujours vu. Est-ce que tu as Euh, déjà été contrôlé? Parce que tu es un peu suspect quand même avec tes performances, les mêmes bah, depuis 4 ans, on peut aurait dire que tu prends des trucs. Ouais, non, j'ai été contrôlé plusieurs fois. J'ai été contrôlé 4 fois en tout. Euh, 2 fois quand j'ai commencé au Ah niveau merde. régional plutôt. Ah mais bah non, mais au niveau régional, si tu veux, ils me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. J'arrive, je fais les minima France, je gagne la compète, je gagne l'indice, etc., etc. Bon, ben c'est suspect. Donc j'avais été contrôlé à mes débuts.
Ensuite, pas été contrôlé pendant longtemps et j'ai été contrôlé au France 2021 et au France 2022. Donc, quand j'ai fait quatrième et quand j'ai fait troisième. Par contre, l'année où je suis champion de France, en 2019, j'ai pas été contrôlé. Ah, mais bon, ils avaient contrôlé ton adversaire qui avait été pris pour dopage. Ils ont contrôlé du coup le premier du jour qui finalement s'est retrouvé avec 5 ou 6 molécules différentes le jour du contrôle antidopage. Et qui avait dit que tout le monde était dopé, donc. Il y en a qui avait dit que tout le monde était dopé, que cette enfin bref, on va pas épiloguer sur le sujet. C'est pas très intéressant. Et donc là, chez Phil, on peut le regarder en direct sur le net alors. Ouais, ouais, il y aura un live Et donc, YouTube. c'est quand, c'est ce week-end? Ouais, c'est ce week-end, c'est samedi, je crois. Ah merde, c'est en même temps que Samedi. C'est en même temps que Nevers. Je sais pas si t'as suivi, mais bah, j'en ai parlé peut-être Ouais, avec toi aussi là. oui, je sais, je sais. Il y a Nevers ce week-end, donc moi je serai. Et je rappelle Oui, qu'il reste des places pour Nevers pour ceux qui nous écoutent. Donc bah, au moment où vous écoutez le podcast, c'est vendredi, donc c'est demain et après-demain, donc samedi et dimanche à Nevers, où il y a des conférences sur pas mal de thématiques. Il y a aussi sur la force avec Nico Perrault et puis avec Charlotte oui. Vedel. Bah, moi, je suis dégoûté, j'aurais voulu venir, enfin, j'aurais voulu faire chez Phil, j'aurais voulu venir à Nevers, et en fait, j'avais calé une formation billard ce week-end-là, mais genre depuis 6 mois, tu vois, et du coup, bah, je donne un stage de billard ce week-end, et du coup, je peux bah, faire ni l'un ni l'autre, mais sinon, je serais quand même bien allé à Sheffield pour voir. Ouais, ça doit être cool pour l'ambiance, quoi. Surtout si Ah, c'est ah que ouais. les meilleurs mondiaux, ça va être énorme, quoi. Bah ouais, les 12 meilleures femmes, les 12 meilleurs hommes, c'est incroyable. Et donc les quatre filles, c'est qui? Donc j'imagine il y a, moi je connais, je vois qui est Lia. Bah, il y a Tiffany Chapon, la 47, qui est Ouais, elle est assez euh, petite là, mais ouais, je vois qui ouais, qui est c'est. petite, ouais, double championne d'Europe, double championne du monde, je crois, un truc comme ça. Noémie Alabert, Ok, bah elle, ça fait longtemps ça fait très très longtemps qu'elle est là. Elle, je me souviens très elle, bien. ça fait un moment qu'elle est là, ouais. Donc, la petite Jade Jacob, je sais pas si tu vois qui c'est, une 57. Je vois pas qui c'est. Je vois Une pas qui c'est. 57, une métisse qui est hyper forte, qui fait des barres de ouf. Vraiment, moi, c'est une de celles qui m'impressionne le plus. C'est quoi des barres de ouf? Tu peux donner des exemples? Bah, doit squatter 180, doit bencher 100 et elle va faire dans les 190, 200 au deadlift. Ok, donc en moins de 57 kilos. 157, hein. Ouais. Elle a fait 200 en deadlift? Ouais, non, oui, elle a fait, je sais même pas si elle les a pas doublés d'ailleurs, enfin bref. Non, non, elle est stratosphérique. En 57, c'est énorme. Et puis Priscilla en 63, du coup. Ok. Et elles ont des chances? Ah bah, pour moi, t'en as deux qui seront sur le podium, parce qu'en fait, t'as Amanda Lawrence, qui sera là, qui est très forte aussi. Après, Priscilla, ça va dépendre parce qu'elle était blessée au dos, je crois, et je sais pas exactement. Elle a pas publié grand-chose et tout, donc bah soit c'est parce que elle est hyper en forme et elle veut cacher et faire la surprise, ce que je souhaite et espère. Soit c'est parce que ça s'est pas trop bien passé dans sa prépa et elle fera ce qu'elle peut. Je sais pas exactement ce qu'il en est. Après Tiffany, bon bah elle est très forte. Noémie, elle a fait une bonne prépa et elle est très forte aussi. Et Jade aussi. Donc non non, faudra voir ce que produit Amanda Lawrence, mais normalement les Françaises seront très très bien, hein. Comment ça fait qu'on a autant de Françaises et pas de mecs? Qu'est-ce qui se passe, Clément? Bah, les femmes sont plus fortes que nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, le niveau. Non mais l'équipe de France féminine, j'ai un Steph qui est de chez toi là, parce que j'ai publié un truc sur Sheffield là cet après-midi, il m'a dit l'équipe de France femmes c'est la Dream Team de 94. Bah c'est un peu pareil. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais les planètes se sont alignées de manière à ce que bah là on est une génération de Françaises qui sont stratosphériques et puis il y en a d'autres qui sont hyper fortes, hein. Tu sais, en moins de 52, quand tu fais minima monde au championnat de France, t'es quatrième. Putain. Et est-ce que c'est des filles qui s'entraînent ensemble, tu sais, qui ont l'émulation collective ou pas du tout? Moi, pas forcément toutes, certaines oui, d'autres non. C'est variable. Mais non, mais après, en France, t'as une émulation collective à grande échelle, en fait. Notamment via les réseaux sociaux, parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'Instagram, mais je pense que sans Instagram, le niveau en powerlifting, il serait pas ce qu'il est, en France comme ailleurs d'ailleurs. Donc il y a une grosse émulation via ça quand même. Et puis il y a pas mal de choses, tu vois, des gens qui se rencontrent. Enfin, c'est un milieu qui est assez ouvert, tu vois, tu peux t'entraîner assez facilement avec les différents champions. Tu vas dans une salle, tu sais, c'est convivial, c'est facile de s'entraîner avec les gens. Ah ouais, Donc tu vois, il y a une grosse, on a une belle génération, les coachings ont bien évolué. Il y a
des qualités physiques qui sont indéniables. Et je pense que quand tu fais le tout, plus le hasard qui fait que ces filles-là se sont mises à la force, ça fait des perfs de ouf, quoi. Mais est-ce qu'on a une chance de t'y voir un jour à À Sheffield, Sheffield? bah, il y a trois mecs en 94. Je crois que le plus mauvais doit avoir un total à 830. Moi, mon meilleur total, c'est 737. Ah merde, Voilà. il te met 100 kills alors. Ah putain, mais c'est énorme. Ouais. Ouais. Putain. Ouais, et encore, ça, c'est le moins bon. Oh Non, putain. non, ils sont, arrête, Chance Michel, il a fait Et, 800, c'est des gars qui physiquement sont comment? Sont plus petits que toi? Ouais, il y a Keiko, l'américain, c'est un frigo. Il fait peut-être 1m65 pour 93 kilos. 1m65, 93 kills? Ah, il est tout petit. Il est tout petit. Mais, Ouais, je sais pas, j'ai c'est jamais pour ça en que je te vrai, posais, mais c'est pour ça que ouais, je te posais entre la question 1m65 et des, 1m70. ouais, je te pose la question des contrôles parce que là, 1m70, 93 kills, Ouais, après, il est pas aussi sec que moi, hein. Il y a un peu de gras quand même, mais ouais, c'est un frigo. C'est un frigo et c'est un mec qui bench 2,30, 2,40. Voilà, quoi. On n'est pas fait oh. pareil. Euh, Chance Mitchell, un autre américain, il fait 370, 380 au deadlift, en ayant des grands bras, mais pas non plus des bras de singe, tu vois. Donc, non, c'est des mecs qui sont hyper forts. C'est tout, hein. Tu peux pas, tu vois, Chance Michel, par exemple, il fait 370, 380 au soulevé de terre, et au bench, il doit faire 190, 195. Ouais, donc il a un avantage au terme, mais au coucher, c'est bien ce qu'il Voilà. fait, mais c'est moins. Voilà, c'est bien. Au coucher, 190, 195, en 93, c'est correct, mais c'est correct, tu vois, pour un bon niveau national. Mais pour un des meilleurs au monde, c'est pas incroyable, quoi. Mais par contre, ouais, il rattrape. De toute façon, tu rattrapes plus au soulevé de terre qu'au squat, hein. Hassan, il a construit sa carrière essentiellement sur son soulevé de terre que sur son bench, hein. Donc Hassan, pour ceux qui connaissent pas, c'est Hassan El Beghiti, c'est un des meilleurs Français qui est encore en activité, ça fait plus de 20 ans, qui rafle beaucoup de médailles Beaucoup internationales. de choses, ouais. Ah bah c'est sûr. Et ces gars-là, parce que tu sais, souvent on entend en power, il faut faire confiance au processus, dans le sens où c'est, t'as ton entraînement, donc tu cycles, on a déjà parlé de tout ça, et en fait tu fais confiance au processus pour progresser. Est-ce que ces gars, ils ont un entraînement différent de ce que tu peux faire, ou finalement Non, ça se ressemble énormément, et en fait c'est juste que ils sont plus doués, quoi. ça se ressemble énormément, c'est juste que eux, ils font record tous les 2 mois depuis des années, alors que toi, t'as des aléas et puis tu fais record tous les 2 ans. Leur entraînement, a priori, il est pas mieux, pas pire. Tu vois, même moi j'ai vu des plans d'entraînement de certains mecs qui font partie des meilleurs au monde. Le volume, l'intensité, la fréquence et tout, en termes de ratio, c'est à peu près la même chose. Les assistants, ils font pareil. Ça change pas grand-chose, tu vois. Celui qui a un entraînement très particulier, c'était Taylor Atout dans 74. Lui, il a énormément de volume, mais genre fréquence, volume, c'est indigeste, quoi. Il y a que lui qui peut tolérer ça. On est sur du 20 séries de squat à la semaine, tu vois. Alors pas 20 séries dures, mais 20 séries quand même, et pas 20 séries faciles. Mais à part lui, qui a vraiment très très gros volume que je pourrais pas encaisser personnellement, les autres, ils ont un entraînement qui est somme toute, tu vois, il y a des spécificités, mais c'est juste que eux, ça fonctionne mieux, quoi. Ouais, non, mais je te pose la question parce que c'est vrai, on dit faire confiance au processus, mais il y a quand même toujours ce truc de la génétique de est-ce Ah que tu es bah, plus ou moins doué ou pas, qui fait que le processus va être plus rentable, plus bien sûr. intéressant pour Mais toi moi, je que pas, coach des quoi. gens, je le vois, tu vois. J'ai une fille en, en 18 mois de coaching ensemble, on a fait quasiment 150 kilos de progression, tu vois, Sur le total. sur le total. C'est pour Ouais, une fille, ce qui est énorme. c'est monstrueux. Et bon, elle avait pas un niveau incroyable, mais elle avait un bon niveau interrégion. Et là, ça nous a amené à valider le minima France un peu facilement, tu vois. La progression, elle est énorme. J'ai une fille que j'ai récupérée en coaching il y a pas très longtemps qui vient de l'athlétisme, ça fait moins d'un an. Quand je l'ai récupérée, donc elle vient de l'athlétisme, c'est des facilités. Quand je l'ai récupérée, elle squattait pas à 100 kilos. La semaine dernière, elle a fait 145 au squat. Ça fait moins d'un an. Ouais, mais moi j'ai remarqué j'ai eu pas mal de filles aussi qui venaient de l'athlé et Ouais, il y a un gros potentiel parce qu'en force, surtout sur le squat soulevé de terre, on a beau dire, mais quand t'as le fessier qui est hyper développé, qui est hyper long, t'es déjà habitué à bien sûr. l'utiliser, Mais ça t'aide à fond, quoi. l'athlé et la gym, pour deux raisons.
Parce que au niveau musculaire, tu as construit un gros bagage, tu as des très bonnes fondations. Et au niveau intelligence motrice, tu vois. C'est-à-dire que les mecs qui viennent de l'athlé, qui viennent de la gym et tout, quand tu leur dis il faut faire ça, ils mettent pas 3 heures à le faire, ils assimilent la correction tout de suite, tu vois. Ils ont une très très grande intelligence motrice et ils comprennent vite quel mouvement il faut faire, comment, etc., etc. Et même dans les sports de ballon, etc., les mecs qui viennent de l'athlétisme, tu les mets au handball, ils sont très vite très performants parce qu'ils courent vite, ils sautent haut, ils sont bien cortiqués au niveau de comment se déplacer dans l'espace et de faire le truc. Et du coup, ils sont vite performants. Parce que c'est des sports qui te prédisposent à bien comprendre comment fonctionne ton corps, avoir une bonne proprioception, etc., etc. Contrairement à quelqu'un qui a jamais fait de sport et qui se retrouve à être un peu gogol moteur, tu vois, et quand tu lui dis il faut faire ci, il n'arrive pas à le faire. Bah ouais. Non, non, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Là, l'athlète, souvent, ça te donne des bases. Et puis la gym, bah forcément, à un moment, en force, bah, avec les types comme Adrien Poinçon ou Alan Grenier, c'était des gars qui venaient de la gym. Ou Ouais, bien sûr. même les filles à l'époque, j'ai plus les noms en tête de ma génération, mais elles venaient de la gym et forcément, bah, ça allait tout de suite. Bah, Mélo, Antoine, venait de la Oui, voilà, gym. bah, Mélo, Il y ouais, en a voilà. plein. Il y en a Mélodie. plein. Et après, tu as des exceptions, parce que si on reprend le cas de Noémie et Priscilla, elles viennent de nulle part, elles ont commencé le sport à 18 ou 19 ans et elles faisaient pas de sport avant. Ouais, ouais, bah. Et pour autant, c'est des mystères, mais bon, c'est des tueuses, quoi. Tu vois, Tiffany, c'était une bonne boxeuse, elle vient de la boxe. Donc elle avait déjà un bagage sportif, mais Noémie et Priscilla, elles ont aucun bagage sportif et en très peu de temps, elles sont arrivées à un niveau mondial. Alors après, elles sont arrivées à un niveau mondial en très peu de temps, mais elles ont continué de progresser depuis. C'est-à-dire que là, si elles arrivaient dans le niveau actuel avec le niveau qu'elles avaient il y a 3 4 ans, elles seraient pas compétitives. Il y a ça aussi, tu vois, c'est qu'elles sont arrivées quand même au bon moment pour rafler des titres. Alors elles ont continué de progresser et tout, hein. Mais les premiers titres qu'elles ont pu avoir, c'est des titres qu'aujourd'hui elles auraient pas forcément. Mais tout Ouais. comme moi, le titre de champion de 2019, avec le niveau actuel, je gagne rien avec. Bah, Ah non, mais peut-être le régional. c'est une réalité, voire un peu plus que le régional quand même. Mais c'est une réalité, le niveau a explosé et maintenant. Mais Hassan, en son matériel, il gagne rien et pour autant, c'est un des plus gros palmarès de tous les temps, tu vois. Non, non, bien sûr, Ça mais enlève rien à ce qu'il a pu faire pendant des années, au travail qu'il a fourni, aux qualités qu'il pouvait avoir. Ça n'a rien à voir. ouais, mais c'est pour ça que je te posais la question du processus, on entend souvent ça, et je voulais remettre un petit coup justement sur cette différence de potentiel qui peut Ah, exister, le, de potentiel par rapport à tes antécédents, et de potentiel en fait tout court qui ne demande qu'à s'exprimer, mais que tu sais pas, et qui des fois fait des surprises. bien Ouais, sûr. c'est Après, incroyable. Après, pour la t'as plupart des des gens, mecs. y a pas de surprise, hein, malheureusement, Mais c'est mais ça. Mais si tu regardes un peu dans tous les sports, en gros, t'as deux profils enfin, t'as trois profils de gens qui performent à très haut niveau, tu vois. T'as les mecs hyper doués, mais pas forcément travailleurs, mais qui, parce qu'ils ont un talent incroyable, ils y arrivent. Ça, c'est vrai dans les sports un peu techniques, tu vois, genre le tennis, le basket, etc., le foot, où t'as des mecs qui sont pas trop bosseurs, mais par contre sont tellement doués, tellement techniques et tout, ils vont ouais, en athlée, très fort. il y avait eu ça à un moment. Bah, moi, ma génération, notamment avec Ato Boldon, qui démarre l'athlée comme Mhm. ça, qui est d'un coup qui est une fusée, le gars, il fait vice-champion olympique Ouais. rapidement. Ouais, Ouais, mais tu sais, ou des Richard Gasquet ou des mecs comme ça qui sont pas des bosseurs. Après, tu as d'autres types, c'est des mecs un peu moins talentueux, mais hyper travailleurs et qui arrivent via le processus et tout à ben, quand même à battre des mecs talentueux et tout, mais quand même tu sens qu'ils sont vite limités. Dans le tennis, ça serait un peu Henri Mathieu. Et puis après, tu as des mecs qui ont un talent incroyable, ont travaillé comme des malades. Ça se retrouve avec les meilleurs du monde, ça serait un Djokovic, tu vois. je vois que tu t'y connais en tennis. Je savais pas que tu étais joueur de tennis aussi. Non, mais j'aime bien le tennis. Je trouve que c'est un Parce beau. que toi, t'as plus le style Cédric Pioline, à mon avis. À gueuler sur un cours, quoi. Non, 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 non. Non, non. Non, moi, j'aurais été un Paul-Henri Mathieu. Pas talentueux, mais travailleur. Mais en attendant, Ah, Paul-Henri Mathieu. je croyais que t'allais dire Fabrice Santoro, le type qui lâchait rien, Ah, quoi. Type ah Fabrice ouais, bah, Santoro, il lâchait que il a pris dalle, le sa type. retraite à 70 ans. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais tu vois, un mec comme Paul-Henri Mathieu, c'est pas le meilleur techniquement, mais il a tellement travaillé. C'est un des seuls qui a emmené Nadal au cinquième set à Roland-Garros, tu vois. T'as 3 mecs ou 4 mecs qui ont emmené Nadal au cinquième set à Roland-Garros, dont Paul-Henri Mathieu, parce qu'il a travaillé comme un ouf et que c'était un bosseur. Et ce jour-là, ça s'est bien passé pour lui, mais pour autant, c'est pas un mec hyper talentueux, tu vois. Mais via le processus et tout, il a pu, dans une certaine mesure,
pallier son manque de talent, même si effectivement c'est sans doute pas le plus nul et le moins talentueux qui existe, hein. Bien sûr, moi j'aime bien cette phrase que mon pote Nico Vandel dit souvent, c'est le talent, c'est le travail bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Exactement. Mais je crois que tu l'avais déjà dit la dernière Ouais, fois. ouais, ben, je le dis souvent, parce qu'elle m'avait marqué. Tu radotes, Rudy, c'est lâche. Et j'aime bien cette phrase parce que comme je suis pas spécialement doué dans beaucoup de choses, je me dis ah Mm. le travail peut compenser. Non, mais le travail peut compenser dans une certaine mesure pour avoir un bon niveau. Alors Voilà, un bon niveau. ça suffira pas pour être le meilleur, c'est sûr, mais ça suffit pour avoir un bon niveau. Et moi, dans mon cas, alors j'ai des facilités génétiques et quand même, j'ai pas une mauvaise génétique parce que bah j'ai une bonne masse musculaire, etc., etc. Mais je suis pas le plus talentueux pour ce sport. Mais par contre, en ayant beaucoup travaillé, en ayant beaucoup accumulé, en essayant de faire les choses vraiment bien, ça m'a permis de battre tout un tas de mecs qui étaient sans doute bien plus doués que moi, mais qui se sont pas autant entraînés, Oui, qui ont pas autant et puis travaillé. surtout, ça te permet de durer beaucoup plus longtemps Voilà. par ton travail que ceux qui sont moins Ah investis. bah, Il y a de toute ça aussi. façon, il y a la stat dont j'avais parlé dans le podcast avec Hugo. En France, je suis le seul gars qui a fait tous les championnats de France depuis la création du RAW. Garçons et filles confondus, je suis le seul. Donc ça fait presque, ça va être le neuvième cette année, tu vois. Donc ça fait quand même une bonne longévité, tu vois. Et il y a plein de mecs qui en ont fait un, deux, et après tu les as plus jamais revus parce que bah ils sont niqués, parce qu'ils ont arrêté, parce que la vie, parce que plein de choses, tu vois. Bah ouais, mais je sais bien. Euh, Ça, les c'est blessures, je les vois arriver, hein. Ouais, après c'est toujours pareil quand tu fais de la merde, t'augmentes les chances de te faire mal, Bien sûr, hein. bien sûr. Et puis après, bah, tu vois, la vie te rattrape, on en a déjà parlé. Et puis après, il faut avoir l'envie de s'investir, de continuer pour gagner 5 kilos par an sur tes barres. Des fois, t'as plus envie. Bah non, mais moi je comprends qu'il y ait des mecs, tu vois ce que j'ai fait là, de m'entraîner pendant 4 ans comme un forcené pour gagner 2,5 sur mon squat et être content. Je comprends qu'il y a sans doute des mecs, quand ils entendent ça, ça les fait marrer. Ils doivent se dire, mais quel tocard celui-là, il perd son Il temps. aurait mieux fait de te mettre à la course à pied, ce Clément. Non, mais moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se Non, disent, mais mais bien pourquoi il sûr. fait ça? C'est débile, c'est débile. Bah écoute, moi, quand je vais m'entraîner, je suis content, je prends du plaisir à le faire. Et quand je mets en place, justement, moi, ce que j'aime, c'est le processus. Et quand je mets en place des choses, tu vois, alors je dis pas que de faire ma réhab, des fois, ça m'emmerde pas, hein, mais je sais pourquoi je le fais. Et je sais que ouais, que le jeu en vaut la chandelle et que ça me plaît. Et pour moi, le ratio coût-bénéfice, il est intéressant. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, s'entraîner 4 ans pour gagner 2,5, ce soit pas intéressant, et qu'ils auraient préféré faire autre chose ou aller boire des coups avec leurs copains Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est j'en sais sûr, rien, bah, tu vois. c'est sûr C'est qu'au une bout question d'un, de choix. ouais, voilà, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi, c'est un peu ce qui m'a pas découragé la muscu, ça en fait partie, mais quand ça fait 3-4 ans que tu fais les mêmes barres, tu te dépouilles pour pas perdre, quand on faisait les Super Physique Games, à un moment, Mm. bon, tu te dis, tout ça pour ça, t'es quand même, alors, ouais, t'aimes Ouais. t'entraîner, mais à un moment, t'as pas la récompense, quoi. Tu vois bien que le processus marche plus, alors Et, t'essayes d'autres trucs, tu dis, merde, j'ai gagné une rep cette année, ou deux reps, tu dis, ah, putain, c'est pas beaucoup quand même. et je trouve même qu'en musculation, c'est encore plus ingrat parce qu'encore toi, tu as la musculation, tu parles de perf là Ouais, depuis ouais, tout à ouais, l'heure. ah non, mais physiquement, ouais, c'est pire, ouais. Mais physiquement, c'est pire, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire une année complète, prise de masse sèche, machin, truc bidule pour gagner quoi, 3 millimètres de tour de bras? Ouais, bah, je me souviens qu'en 2011, j'avais pris mes mensus, j'avais séché entre guillemets, j'avais 98 kilos et je faisais 45,5 à froid et Mm. j'avais mesuré genre quelques années après, je faisais 46 à froid et je disais ah putain, tout ça pour ça. Après j'ai C'est arrêté de ça, prendre ouais, tu et vois. après j'ai arrêté de prendre mes mensus parce que j'ai dit bon bah voilà. Ouais, ça déprime. Ça Et déprime. donc en fonction du jour, tu te dis ah putain, j'ai pris, puis d'autres jours tu dis ah merde, j'ai pas pris et en fait t'es toujours pareil. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'après, en musculation, t'as plein de mecs qui sont tentés par le dopage parce que je peux comprendre que quand ça fait 15 ans que tu fais les mêmes trucs pour avoir le même physique et plus évolué, il y a des mecs qui ont envie d'aller plus loin, tu vois, et de Ouais, franchir le cap. ouais. Pour moi, c'est pour ça que Et tu dois changer d'objectif et c'est pour ça qu'on avait fait bah, les Super Physique Games voilà, c'est ça. pour redonner une marge sur quelque chose que tu n'avais pas vraiment travaillé, parce que sinon, c'est vrai que tu deviens fou et que t'as C'est exactement ça, en fait. Faut se lancer un nouveau défi. un truc que t'as pas vraiment fait, ou voilà, et tu te dis, bah C'est tiens, ça. Ou déverrouiller des nouvelles portes et des voilà, nouveaux voilà, pourcents. t'investir plus dans le truc pour y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est là l'avantage de la force, je trouve, c'est que sur un 1RM, c'est plus facile, enfin, c'est plus facile. C'est plus visible la progression sur un 1RM que sur un tour de bras, tu vois. Mais bien Et c'est sûr. moins frustrant. Et puis, bah, t'as la compétition et t'as la place à la compétition. C'est-à-dire que même sans avoir progressé, bah, tu peux quand même avoir une place ou battre un gars ou etc. Tu vois, c'est moins frustrant. T'as moins l'impression de t'entraîner dans le gaz
que quand tu t'entraînes juste pour ton tour de bras. Bah oui, non, mais c'est sûr, parce que le tour de bras, au bout d'un moment, c'est vrai que tu prends presque plus rien. Je me souviens, il y a un coup, j'avais pris, pareil, je devais avoir 19 ans, j'avais pris 3 centimètres de bras en 3 ans. Ouais, j'étais dégoûté. J'étais, putain, 1 centimètre par an avec tout ce que je fais. J'étais, putain, c'est pas... Mais bon, Ouais, et après, encore. après, ça allait, parce qu'après, j'ai continué. Mais c'est vrai que les Mais 50 à froid me paraissaient bien loin. ouais, mais 1 centimètre par an, c'est pas beaucoup, mais il se passe quelque chose. Mais Ouais, ouais. t'as vu, là, si tu reprenais tes bras là, tu seras à combien là? Parce que t'as envie de Oh, pleurer. oh, bah non, Tu bah te là, dis, j'ai dû perdre au moins 2-3 centimètres, ouais. ben voilà, et tu te dis, je me suis entraîné 20 ans en musculation pour au final avoir un corps de runner. Ouais, ouais, quand même pas, mais le mec abuse. Mais non, Tu vas non, mais finir c'est comme ça. De toute façon, tu vas finir comme ça, Rudy, avec la course à pied, le kayak et tout, tu vas finir tout maigre. non, mais au kayak, les gars sont assez balèzes. Ils ont quand même un Oui, physique, parce oui, que ils ont des gros corps ils ont, aussi. ils ont un gros haut du corps quand même. Même si c'est pas le haut du corps que j'avais quand je faisais la muscu à fond. Mais ouais, mais après, c'est sûr, Oui, mais ça, la course à pied, c'est sûr que plus t'es léger, mieux c'est. Hein. Ça, y a pas de ah question. bah oui, Ça, faut y a pas de décrocher doute la carte. quand je vois les gars en photo ou quoi, je vois leurs cuisses, je dis, mais attends, ils ont pas de canne et les mecs, ils cavalent comme des malades, quoi. Tu vois Kipchoge, par De toute exemple, façon, meilleur du monde, tu vois ses cuisses, tu il dis, c'est pas possible, il a pas de cuisses, le y gars, en a comment il fait pas. pour aller si vite? De toute façon, la VO2, elle est corrélée au poids que tu pèses. Mais Donc, à bien un moment sûr. donné, plus t'es léger, plus c'est facile. Et en plus, bah, t'as moins de poids à trimballer. Donc, c'est double avantage. Ou alors, quand t'es lourd, c'est double sanction. T'as une sanction sur ta VO2 et une sanction sur tout le lest que t'as à trimballer. Donc, c'est la double peine. Bah ouais, je sais bien, bah, je vois bien ce qui se passe. Hein. Je vois bien que je suis encore bien lourd, quoi. Je me dis, ah putain, je suis Ouais, mais bon, lourd. tu vas continuer ton travail respiratoire, tu vas continuer ton travail de VO2 et bientôt, tu courras le marathon en moins de 3 heures. Ah non, je veux pas faire le marathon, c'est trop long. C'est trop long pour moi, ça c'est vraiment pas mon style d'effort. C'est pas mon style d'effort. Allez, sur ce, bah, je vois que ça fait plus d'une heure qu'on est en train de faire le podcast, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Ouais, on a bien, Clément, bien discuté. comme d'habitude, si les gens veulent te suivre, tout ça, le mieux c'est Instagram, je Ouais, pense. toujours mon Instagram, c'est LTGD1. CLTGD1. Donc c'est ça. GD1, voilà, les consonnes de Clément Goudin et avec le 1, le chiffre à la place de IN. Et bah Voilà. super. Et bah voilà, si vous souhaitez réagir au podcast comme d'habitude, ou vous avez des précisions ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas dans la partie commentaires, où il y a un lien contact dans la description, ou vous pouvez contacter aussi Clément si c'est directement pour lui. Et puis nous, on se retrouve de toute façon dans un mois avec Clément pour la suite des aventures. On parlera sans doute de Sheffield, de savoir ce qui s'est passé, si les Françaises nous ont régalé. Et puis Ah, c'est sûr qu'elles vont nous régaler, par contre. Ça, c'est une certitude qu'elles vont nous régaler, j'ai confiance. allez. Sur ce, bah, bon régal à tous et à bientôt. Salut Salut. Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.